Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anivlog en Thaïlande. Alors cette fois-ci, comme vous l'avez compris, on fait la deuxième partie de la vidéo de la semaine précédente, enfin il y a 2 semaines en arrière, où j'avais pas pu faire en une fois pour éviter un épisode trop long. Et dans cet épisode, on va découvrir un peu plus d'espèces, dont une espèce que j'ai particulièrement aimée. Vous verrez, je me suis plus attardé sur cette séquence-ci. Et puis moi, je voulais vous dire que la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, la semaine suivante, il y aura de nouveau un épisode un peu pas hors série, mais comme vous l'avez compris, pour ceux qui suivent ma chaîne, dorénavant, c'est le format principal, c'est Anivlog. Et dans 2 semaines, ça sera toujours un Anivlog, mais pas en Thaïlande cette fois-ci. Mais je vous laisserai le découvrir dans 2 semaines. Et puis moi, je vous souhaite un bon épisode. Et puis je lance le générique. Voici une fourmilière de fourmis folles jaunes, une espèce de la famille des Formicidae, considérée comme invasive. Elle s'est répandue dans de nombreuses régions du monde, notamment sur les îles où elle perturbe les écosystèmes locaux. Elle doit son nom commun à son déplacement rapide et erratique. De couleur jaune à brun clair, elle mesure environ 4 à 5 mm de long. Attention, elle a une réputation agressive et opportuniste. Cette fourmi forme des supercolonies et peut éliminer d'autres espèces d'insectes et même attaquer de petits vertébrés. Son impact sur la biodiversité et l'agriculture en fait une espèce préoccupante dans les zones où elle s'est établie. Ce qui la rend encore plus redoutable, c'est sa capacité à modifier complètement les équilibres naturels en proliférant rapidement. Elle prive d'autres espèces de nourriture et d'espace, ce qui peut provoquer un effondrement local de la biodiversité. J'ai d'ailleurs essayé de vous filmer l'intérieur de la fourmilière. Elle est aussi connue pour protéger et élever certains insectes suceurs de sève comme les pucerons afin de récolter le miella qu'ils produisent. Cette relation favorise indirectement la dégradation des plantes, ce qui explique pourquoi elle pose également problème dans les zones agricoles et urbaines. Malgré sa petite taille, cette fourmi nous rappelle à quel point une espèce apparemment insignifiante peut avoir un impact considérable sur son environnement. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de chiens et de chats errants. Et puis bon, si la journée, il n'y a pas trop besoin de se méfier des chiens, ils gardent souvent leur distance. Il faut penser que c'est des chiens sauvages, quoi. Donc, certains sont un peu familiers, mais c'est pas des chiens qu'on approche comme des chiens domestiques. Car, même s'ils ont gardé certains de leurs instincts vis-à-vis de l'humain, ils reprennent leurs instincts sauvages. Et du coup, il peut avoir des réactions qui peuvent du coup surprendre. Ces arbres sont des palmiers talipaux, aussi appelés palmiers à sucre d'Asie. Dans leur milieu naturel, ce sont de véritables géants végétaux, capables d'atteindre entre 20 et 30 mètres de hauteur. Leur strip, le tronc, droit et robuste, est surmonté de grandes feuilles en éventail, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de largeur. Oh, un bel acrodie terrestre qui a foutu le camp dès qu'il m'a vu. Regardez là. Je vais juste faire un pas vers lui, je suis sûr qu'il va s'envoler. Il reste un peu. Hop, il est parti. Mais dans les parcs et les zones urbaines, comme ici,
Ils sont régulièrement taillés et entretenus, ce qui limite leur développement maximal, pour des raisons de sécurité et d'aménagement paysager. Ce palmier est aussi très important dans les populations locales. Il est cultivé pour son jus sucré qui peut être fermenté ou transformé en sucre de palme, ainsi que pour ses fruits comestibles. Cet arbre est à la fois utile pour l'homme et pleinement intégré aux écosystèmes tropicaux. Et comme vous vous en doutez, il offre refuge à bon nombre d'espèces animales. D'ailleurs, en parlant d'animal, découvrons l'espèce phare de cet épisode. N'ayant pas trouvé de nom vernaculaire, soit de nom commun, j'ai pris la liberté de le nommer Scarabée saphir. Donc ce n'est pas son vrai nom, mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Son nom scientifique, Paraeminodes pulcher, il fait partie de la famille des Chrysomelidae. Il mesure environ 6 mm, pas très grand. Ce coléoptère se distingue par son exosquelette métallique au reflet bleu iridescent. Comme les autres membres de son genre, il se nourrit principalement de feuilles, jouant un rôle important en tant que consommateur de matière végétale. Les larves, quant à elles, se développent souvent dans les sols ou la litière de feuilles, contribuant à la décomposition de matière organique. Autre fait sur son look, ce type de coloration métallique n'est pas seulement esthétique, les reflets iridescents peuvent aider l'insecte à se camoufler parmi la végétation, en fragmentant sa silhouette sous la lumière du soleil. Ces coléoptères sont aussi de bons indicateurs de la qualité du milieu, car ils dépendent entièrement de la présence de plantes hautes et d'un sol relativement sain. Observer ce genre de petits insectes, souvent ignorés et écrasés par mégarde, permet de rappeler que la biodiversité ne se limite pas aux grandes espèces spectaculaires, mais que chaque espèce a son rôle à jouer. Et ce rôle commence très tôt dans la vie de celle-ci. Chez ce type de coléoptère, le cycle de vie est relativement court, mais extrêmement efficace. Après l'accouplement, la femelle dépose ses œufs à proximité de plantes hautes, souvent sur les feuilles ou dans le sol voisin. Quelques jours plus tard, les larves émergent et entament immédiatement leur développement. C'est à ce stade que l'essentiel du travail écologique se fait. En se nourrissant de matière végétale et vivant dans la litière de feuilles, elles participent activement au recyclage des nutriments, accélérant la décomposition et les enrichissements du sol. Cette phase larvaire peut durer plusieurs semaines selon les conditions climatiques et la disponibilité de nourriture. Une fois arrivées à maturité, les larves se nymphosent dans le sol avant de donner naissance au stade final, le stade imago, l'adulte, que l'on observe ici, qui a une durée de vie relativement courte, souvent de quelques semaines à quelques mois. Leur objectif principal devient alors très clair, se nourrir, se reproduire et assurer la génération suivante. Comme dans la grande majorité des espèces vivant sur cette planète. Il n'y a que l'Homo sapiens qui va aller dans l'espace, avoir un max de followers sur les réseaux sociaux. La nature, elle, n'a pas le temps pour ces conneries. J'ai passé l'âge de ces conneries. Malgré leur petite taille, ces coléoptères sont très actifs, surtout durant les heures les plus lumineuses de la journée, où j'ai d'ailleurs filmé ces séquences. Lorsque leurs couleurs iridescentes sont le plus visibles, cette coloration peut jouer un rôle dissuasif. Dans la nature, les couleurs métalliques, brillantes, sont parfois associées à des insectes toxiques et peu appétants, ce qui peut décourager certains prédateurs de les becqueter. Mais ils restent malgré tout des proies potentielles pour les oiseaux, les reptiles et les amphibiens, ce qui les intègre pleinement dans la chaîne alimentaire locale. Ce qui est fascinant avec ce genre d'espèce, c'est qu'elle passe souvent totalement inaperçue, alors qu'elle a un rôle clé dans l'équilibre des écosystèmes tropicaux. Oui, j'aime bien le rappeler. Sans ces petits consommateurs de feuilles, sans ces recycleurs discrets des sols, les milieux naturels fonctionneraient beaucoup moins bien, pour ne pas dire s'effondreraient. Observer un insecte comme celui-ci, c'est prendre conscience de la biodiversité et qu'il suffit parfois de ralentir un peu, de regarder une feuille ou un tronc d'arbre pour découvrir un monde entier que l'on ne soupçonne même pas et qui se révèle souvent plein de belles surprises. Du coup, de nouveau, je traverse un pont, mais cette fois-ci, je doute de trouver un calotes qui traverse le pont en sens inverse. Quoi qu'on ne sait jamais. Hein. Ça m'étonnerait quand même. Un escargot. Ah, peut-être que j'essaierai après d'aller là en bas voir si j'arrive à capturer en vidéo quelques animaux. Ah, un petit moineau. Ah là, il y a un petit bassin. Peut-être que j'arrive à trouver quelque chose.
tout cas, pas là-dedans que j'irai me baigner. Ah, il y a des remous. Ah, il y a pas mal de petits remous. Mais bon. Je pense que c'est plutôt des insectes que des poissons. Alors après, quand vous visitez les parcs en Thaïlande, étant donné que c'est un pays tropical où il fait assez chaud, donc je vous recommande de faire ça plutôt le matin ou en fin de journée. Comme là, pour moi, il est à peu près 15-16 heures. Et du coup, les températures sont beaucoup plus clémentes. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à vous arrêter, à être observateur, à regarder chaque détail. Pas souvent parce que c'est con ce que je vais dire, mais ce qu'on cherche, c'est souvent sous notre nez. Puis il suffit juste d'être observateur. Du coup, j'aime bien comme ils ont fait le pont là. Parce que du coup, vous devez passer carrément au-dessus. Oula, attendez, je croyais que j'ai vu un lézard. Ah, j'ai vu quelque chose plonger ici. Là, j'étais en train de filmer, puis j'ai vu quelque chose qui marchait sur les plantes. C'est peut-être un petit varan ou... Ah, du coup, dommage. Donc, comme je disais, là, normalement, il y a une petite cascade, j'imagine. Là, ils ont dû couper l'eau. Parce qu'on est en saison chaude. Et même s'il y a une fête célèbre en Thaïlande que je vous filmerai probablement, la fête de Songkran, où ça consiste justement à s'asperger d'eau. C'est la fête de l'eau, en fait c'est la fête de la fin de la saison des pluies. Et du coup tout le monde s'asperge d'eau pour fêter ça. Et là c'est vraiment une fête où ils économisent pas trop l'eau, mais bon c'est culturel. Et puis ils ont assez d'eau en réserve. Mais en tout cas c'est une fête sympa à visiter, à vivre en Thaïlande. Bataille d'eau générale. On n'arrivera pas bien le voir là, mais il y a une sorte de héron. Je vais essayer de me rapprocher tout gentiment. Je suis en train de regarder parce qu'il y a plein d'alevins là sur le bord. Et d'un coup j'ai vu qu'il y avait un oiseau que je n'ai pas encore filmé. Alors, malheureusement avec le zoom du téléphone j'ai du mal à aller plus près. Et comme vous voyez, si je fais un pas de plus, je vais me baigner. Ce n'est pas le but. Donc là il est là-bas parce que justement, je vais vous montrer pourquoi. Et si on regarde ici, alors je sais pas comment ça rend la caméra à cause des reflets, mais il y a plein de petits alevins ici. Et du coup, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'alimenter de petits alevins. Naturellement, je vous mettrai de meilleures photos de cet oiseau-là, avec quelques descriptions en plus au montage. Malgré la qualité d'image qui ne permet pas une identification précise de l'espèce, il est néanmoins possible de déterminer le genre. Il s'agit d'un crabier du genre Ardeola, un oiseau appartenant à la famille des Ardeidae qui regroupe les hérons et les aigrettes. Un lien de parenté qu'on le devine assez facilement à sa silhouette élancée et à sa posture typique. Les crabiers mesurent généralement entre 40 et 50 cm lorsqu'ils sont posés. Leur plumage paraît terne et très discret. Mélange de brun, de beige et de stries qui les rendent presque invisibles dans la végétation. Mais en vol, le contraste est saisissant, leur plumage se transforme soudain, laissant apparaître des ailes d'un blanc éclatant et d'un détail spectaculaire que nous observerons juste après.
Ces oiseaux fréquentent principalement les zones humides, rizières, marais, étangs et bords de lacs. Ils se nourrissent, comme je viens de le dire, d'une grande variété de proies comme les poissons, les insectes, les amphibiens et parfois de petits crustacés. Leur comportement est particulièrement discret, ils se déplacent lentement et restent immobiles de longues minutes et s'envolent au moindre signe de danger. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont souvent difficiles à observer, sauf quand ils prennent leur envol, comme maintenant. Le nénuphar bleu, aussi appelé lotus étoilé, est une plante aquatique emblématique des milieux tropicaux et subtropicaux. Il se reconnaît à ses grandes feuilles rondes flottantes qui reposent sur la surface de l'eau et offrent un refuge à de nombreux organismes aquatiques. Ses fleurs, d'un diamètre de 10 à 15 cm, sont particulièrement remarquables. Elles arborent le plus souvent des teintes bleu-violet, parfois tirant vers le mauve, avec un cœur jaune vif qui attire de nombreux insectes pollinisateurs. D'ailleurs, ces bacs servent aussi de nurserie aux têtards des amphibiens locaux. Cette espèce pousse dans des eaux calmes, des étangs, des lacs et des bassins et des rizières, où elle contribue à l'équilibre des écosystèmes en offrant de l'ombre et des abris, en limitant ainsi le réchauffement de l'eau. Au-delà de son rôle écologique, les nénuphars bleus occupent une place importante dans de nombreuses cultures. Il est associé à la pureté, à la renaissance et à la spiritualité. Nymphaea nucali est d'ailleurs la fleur nationale du Sri Lanka et du Bangladesh, un symbole fort de beauté et d'harmonie entre l'homme et la nature. Dans ces bacs-ci, qui sont nettement plus envahis par les algues, l'on peut observer l'Apis dorsata, également appelée l'abeille géante d'Asie, qui est une espèce d'abeille sauvage appartenant à la famille des Apidae. Elle mesure environ 17 à 20 mm, presque 2 cm, ce qui en fait l'une des plus grandes abeilles du monde. On la trouve principalement en Asie du Sud et du Sud-Est, où elle construit d'énormes rayons de cire à l'air libre, souvent suspendus sous des falaises, des branches d'arbres et des bâtiments. Cette espèce est réputée pour son agressivité lorsqu'elle est menacée, ce qui n'est pas le cas ici, mais bon, quand on est calme comme moi, on ne déclenche pas de comportement agressif, souvent issus de nos émotions qui émettent des signaux chimiques que les abeilles ou même d'autres espèces détectent et assimilent à un danger. Mais je ne vous en apprends rien, les abeilles sont connues pour leur rôle essentiel dans la pollinisation. Elles produisent également du miel, exploité par les populations locales à travers des récoltes traditionnelles connues sous le nom de chasse au miel. Ces têtards que l'on voit ici sont des crapauds masqués. Ils vont pouvoir grandir dans une eau sombre et tamisée, se nourrissant d'algues et poursuivant leur développement afin de donner naissance à d'imposants batraciens. Les adultes sont reconnaissables à leur peau vertueuse et aux glandes parotoïdes situées derrière les yeux qui sécrètent une substance défensive contre les prédateurs, présentée d'ailleurs dans mon épisode à Nankai. Après la ponte, les œufs éclosent rapidement, donnant naissance à ces têtards noirs qui se regroupent souvent en bancs et se nourrissent, comme je l'ai dit, de petites algues mais aussi de micro-organismes, ce qui contribue au maintien de l'équilibre du milieu aquatique. Au fil des semaines, ils développeront progressivement des pattes arrière, puis les pattes avant, et leur queue va régresser et leur poumon deviendra fonctionnel. Ils quitteront alors l'eau pour entamer leur vie terrestre, poursuivant leur croissance jusqu'à devenir de véritables crapauds. Que là aussi, je vous ai fait un short. Il n'y a d'ailleurs pas qu'une espèce d'abeille. Apis cerana est une espèce mellifère originaire d'Asie. Elle mesure environ 10 à 11 mm, donc 1 cm, soit la moitié moins que l'abeille précédente. Son corps est noir, brun foncé, avec des bandes abdominales pâles. Moins agressive que dorsata, elle est bien adaptée aux climats tropicaux et subtropicaux. Elle forme des colonies de taille moyenne dans des cavités naturelles. Apis cerana joue aussi un rôle crucial dans la pollinisation des plantes, cultivées et sauvages, mais produit en général moins de miel que son équivalent occidental. Voici un animal que je connais très bien pour l'avoir présenté dans un de mes épisodes d'Animal Discover que je vous invite à voir si vous voulez en savoir plus. Une espèce que j'observe quasiment à chacune de mes sorties en nature en Thaïlande, car on le retrouve partout et à l'inverse de nos écureuils, ceux-ci sont beaucoup moins farouches et sont aussi multicolores.
Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker, bien sûr, ça aiderait beaucoup la chaîne. Et surtout à vous abonner, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao!